Bonsoir à tous, bienvenue sur ce webinaire qui s'inscrit dans un cycle de formation à destination des élus de l'Isère intitulé Le B.A.B.A. de l'urbanisme. Ce qu'on vous propose tout au long de ce cycle de formation, c'est aborder l'urbanisme à travers trois thématiques. Introduction à l'urbanisme réglementaire, ce sont les webinaires que nous avons animés la semaine dernière, euh, que vous pouvez regarder de nouveau via le lien GoToStage qu'il y avait sur le lien d'inscription. Il y a ensuite cette formation sur l'introduction à la démarche de projet, qui s'accompagne également de modules complémentaires, là où les interventions de chacune des personnes que vous verrez ce soir sont enregistrées en format long. Et enfin, une dernière thématique, c'est introduction aux outils de la maîtrise foncière. Ce sera la semaine prochaine et la semaine suivante avec le PFL Dauphiné et ainsi que l'EPORA. On va passer rapidement sur une présentation des intervenants et des différentes structures que vous entendrez ce soir. Je vais commencer avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Isère. Donc moi, je m'appelle Thibaut Boularan, je suis chargé de mission au CAIE. Le CAIE, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme indépendant départemental au statut associatif. C'est un organisme d'intérêt général. Il a été créé par le Conseil départemental de l'Isère en 1979 dans le cadre de la loi sur l'architecture de 1977. Et il est financé par la part départementale de la taxe d'aménagement. Alors, il a 4 missions qui sont définies par la loi: conseiller les collectivités donc sur des projets d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, du conseil également aux particuliers à travers le réseau des architectes conseillers, une mission de formation, contribuer à la formation des élus, des agents de l'administration dans le domaine de la construction, de l'architecture et de l'urbanisme. C'est ce pourquoi nous sommes ensemble ce soir. Informer et sensibiliser également. Vous verrez sur notre site internet, nous avons une grande diversité de supports qu'on partage avec des publics aussi larges et variés que les particuliers, les scolaires, professionnels de tout ordre. Donc, c'est une approche pluridisciplinaire et des statuts de service public dans lesquels nous sommes exclus de toute mission de maîtrise d'œuvre. Et en interne, nous avons des architectes, des paysagistes et des urbanistes pour vous accompagner sur vos projets, de la petite à la grande échelle. L'idée, c'est de promouvoir, notre objectif, c'est vraiment de promouvoir et d'améliorer la qualité du cadre de vie dans le respect des principes du développement durable. Je passe la parole maintenant à la direction départementale de l'Isère pour qu'il puisse également se présenter. Alors, je vais me présenter, Pierre Giacometti-Bocchi, je suis coordonnateur du pôle planification du service d'aménagement Nord-Ouest à la DDT de l'Isère et je vous présenterai tout à l'heure une présentation de la démarche de projet. Je laisse la parole à Stéphane. Bonjour, Stéphane Tournou, direction départementale des territoires au service aménagement Sud-Est. Donc la DDT, elle est sous l'autorité du préfet. Son rôle, il y a deux volets, un rôle de conseil et un rôle régalien. Conseil gratuit en urbanisme, que ce soit sur les procédures ou le montage de projets. Une association sur toute la durée de l'élaboration des documents de planification, PLU, carte communale. Et puis, du départ avec le porté à connaissance, les lettres d'enjeu, et enfin les politiques prioritaires de l'État et assurer le suivi juridique du document. Au final, après l'élaboration, il y a un avis du préfet qui est donné juste avant l'enquête publique. Et enfin, sur ces documents d'urbanisme, bien entendu, le contrôle légalité, qui est la partie régalienne de notre intervention. Je passe la parole maintenant à l'agence d'urbanisme pour qu'elle puisse se présenter. Bonsoir, alors Colombe Buévos, je suis urbaniste à l'agence d'urbanisme de la région grenobloise et je vais vous présenter ce soir un module en partage avec ma collègue Amélie que je laisse se présenter. Bonsoir à tous, donc Amélie Garnier, je suis chargée d'études à l'agence d'urbanisme et je vous présenterai un focus sur les éléments de blocage dans le passage à l'opérationnel des OAP. Alors, quelques éléments de présentation de l'agence. Donc, association loi 1901, elle fonctionne et elle existe essentiellement grâce à l'adhésion des collectivités locales, donc avec plus de 200 membres. Pour vos territoires, souvent, ce sont les EPCI qui adhèrent. On peut résumer l'activité de l'agence à travers 5 grands champs d'action que vous voyez sur l'écran. Donc, observez, il s'agit bien là de donner, de capitaliser des données et connaissances partagées du territoire, sachant que l'agence est forte de
50 ans de cette capitalisation planifiée. Aujourd'hui, vous allez avoir des exemples d'accompagnement plutôt sur les projets, mais il y a aussi des interventions à toutes les échelles, région, SCOT, PLUI, PLU, etc. Le volet plutôt prospective et se projeter, aider les territoires à se projeter du moins dans les transitions, anticiper les grandes évolutions. Animer, il s'agit de faciliter le dialogue entre les territoires et les acteurs, faire débattre les sujets et surtout de servir d'outil d'aide à la décision. Et puis partager, puisqu'il y a énormément de publications d'articles, différents livrables, séminaires, événements, et avec un site web et il y a un certain nombre de documents en libre accès sur la documentation en ligne. Donc à noter une quinzaine de métiers très différents au service de ces axes de travail et de vos différentes collectivités. Ce webinaire est dédié à la démarche de projet. Alors, quand on parle de projet, de quoi est-ce qu'on parle? Donc, on allait chercher rapidement des définitions. Le Larousse dit c'est un but que l'on se propose d'atteindre, et quand on va chercher sur des choses un petit peu plus compliquées, on voit qu'il y a la notion de démarche, il y a la notion de futur désiré et la notion de méthodologie. C'est ce sur quoi nous allons revenir ensemble ce soir. Alors, des objectifs. Des objectifs, on a voulu lister les grands objectifs qu'on peut rencontrer dans nos missions de conseil aux collectivités dans le cadre de ces projets urbains. Des objectifs de qualité du cadre de vie, améliorer la qualité du cadre de vie, mais aussi promouvoir la qualité architecturale et l'identité du lieu, mettre en valeur le paysage. Il peut y avoir aussi des objectifs pour répondre à certains besoins du territoire, des besoins de logement, des besoins de développement économique. Il peut y avoir également des objectifs qui sont spatialisés, notamment intervenir sur un secteur spécifique de la commune, par exemple son centre, revitaliser le centre-ville, le centre-bourg, le centre-village. Il peut y avoir aussi des objectifs sociaux, comme développer le lien social, la mixité sociale au sein de la population. À ce titre, les équipements publics jouent un rôle important. Donc les réorganiser peut aussi être un objectif primordial pour accueillir de nouveaux équipements. Les espaces publics, au sein du cadre de vie, ont un rôle essentiel. Quelle place on donne aux différents modes de circulation? Quelle aménité on crée dans le tissu urbain pour avoir une meilleure qualité du cadre de vie? Après, il y a aussi un objectif qui est important, c'est intervenir sur le tissu urbain existant. Comment on peut le faire évoluer comme ils ont toujours évolué au fur et à mesure du temps? Comment on peut recoudre ce tissu urbain? Comment également on peut valoriser le foncier communal? Pour le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Isère, la première approche de tout projet doit être une approche paysagère et sensible du site. Aller sur le site, se poser des questions, comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que je ressens, quels sont les éléments importants. Donc le webinaire ne nous permet pas de faire la démonstration de manière globale. Pour autant, si on passe quelques instants sur cette photo, on peut se rendre compte qu'on a des éléments importants. On a un grand paysage qui est omniprésent. On a également un système vert qui s'appuie sur des espaces publics, des alignements d'arbres sur l'espace public, mais aussi sur des copropriétés privées. On a des espaces publics qui sont, on peut le voir, entièrement minéralisés de part et d'autre de la rue. On a aussi des surlargeurs de voiries avec potentiellement des problèmes de conflit d'usage. On voit qu'il y a des aménagements importants sur ce secteur-là avec des coussins berlinois, des rétrécissements de voiries, un plateau surélevé. Voilà, on a cette lecture du paysage, cette première entrée sensible du site, elle nous paraît tout à fait fondamentale. Si on fait le même exercice de manière très rapide sur un secteur de projet rural, on peut voir les éléments suivants. On voit l'importance des lignes de crête dans le paysage qui viennent structurer l'ensemble de ce paysage rural. On voit une lecture d'architecture de toiture avec des tuiles écailles qui viennent vraiment souligner la silhouette du village. On peut très facilement lire les anciennes rues structurantes de ce bourg. On voit également que la transition entre espace bâti historique et espace agricole avec le pré est très rapide. Il n'y a pas forcément de transition, il n'y a pas eu d'implantation bâtie récente sur ce secteur-là qui viennent prolonger le tissu urbain. On a également sur les secteurs qui n'étaient pas dédiés à une activité agricole, des jardins boisés avec des arbres de haute tige. On peut deviner ça et là la présence de l'eau avec un ruisseau qui est présent sur quelques mois de l'année, avec ça et là des alignements d'arbres qui viennent souligner cette présence de l'eau, et puis bien sûr un petit peu de topographie.
On a parlé tout à l'heure d'objectifs d'aménagement. Il y a des objectifs qui sont essentiels également à croiser avec les projets communaux. Ce sont les enjeux en termes de développement durable et de lutte contre les effets du réchauffement climatique, de lutte contre les effets et d'adaptation aussi à ces effets de réchauffement climatique, notamment les îlots de chaleur, lutter contre l'imperméabilisation des sols et prendre en compte la question de l'eau dans les aménagements, dans les nouveaux aménagements. Il y a aussi l'idée de limiter l'étalement urbain. On a beaucoup parlé lors de la première session de séminaire. Comment on agit, on interagit sur les questions énergétiques, sur les consommations, sur les productions de nouveaux logements, sur les déplacements également. Où est-ce que je m'implante au sein de ma commune et quels déplacements je génère? De la même manière, sur les sols et sites pollués, comment est-ce que j'interviens sur cette thématique, sur le bruit, voilà. Il y a également la question de la biodiversité et des paysages. Ce sont également des enjeux essentiels à prendre en compte dans les projets urbains. La participation habitante est un point crucial dans les projets urbains. Vous avez sur la gauche de la slide les différents degrés de participation qui peuvent être mobilisés dans une opération d'aménagement. À minima, sur une opération de ZAC ou sur la réalisation d'un projet d'urbanisme, on va être sur de l'information et de la consultation avec des réunions publiques, des publications dans différents supports pour donner de l'information à la population. La population peut ensuite émettre un avis, faire connaître leurs opinions, leurs attentes. Et on a pu voir et on peut constater que sur de plus en plus de projets d'aménagement, il y a un besoin important de la population d'être associée et on peut aller sur un degré d'association qui soit un petit peu supérieur. Par exemple, si on va sur des démarches avec des formats concertation, on peut avoir, la population peut être invitée à donner son avis sur des projets, à proposer de nouvelles idées, le choix final revenant bien entendu aux élus. Et puis après, on peut être sur un degré de participation qui soit supérieur, sur de la co-construction, même de la co-décision dans laquelle la population aura un rôle beaucoup plus important. Et on peut aller jusqu'à une décision partagée entre les habitants ayant pris part au projet et les élus. Cette participation, elle peut être intéressante, notamment parce que les habitants peuvent avoir un rôle d'expert d'usage. Connaissant bien le territoire, en phase diagnostique, ils sont tout à fait pertinents pour enrichir le projet, enrichir les éléments et permettre aux élus de s'appuyer sur une meilleure connaissance de l'environnement sur lequel on va intervenir. Alors, les modalités de participation sont toujours à réinventer. Il existe, en dehors de la réunion publique, beaucoup d'autres modalités qui peuvent être mobilisées. On peut voir notamment sur un format qui est assez facile à organiser, les balades urbaines, permettent d'aller chercher d'autres populations qui ne sont pas forcément à l'aise pour intervenir sur des plénières et prendre la parole devant beaucoup d'habitants. Toujours dans le domaine des personnes associées, quel partenaire pour mon projet? Au sein des collectivités, donc on a au sein des communes, des communautés de communes, communautés d'agglomération, métropoles, plus ou moins de compétences à associer. Au sein du département aussi, de la région, des parcs naturels régionaux et nationaux, on a des compétences qui peuvent être mobilisées. Les services de l'État, ils en ont parlé tout à l'heure, ils se sont présentés. Il y a les organismes parapublics aussi, à mobiliser tout à fait en amont des projets pour les améliorer. Et c'est en amont qu'on a le plus de marge d'évolution et de manœuvre sur un projet urbain. Les habitants, on vient d'en parler, les usagers, les propriétaires fonciers aussi, qu'on peut associer assez en amont dans la démarche, des porteurs de projets. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher les porteurs de projets. Une fois que tout le projet est ficelé, hein, il y a des éléments de programme qui peuvent être validés très en amont, de manière à pouvoir consolider la réflexion des élus. Et enfin, les associations, on a beaucoup d'associations, patrimoine, environnement, qui sont des mines d'or et qui peuvent donner beaucoup d'éléments et enrichir les démarches de projet. Un autre point essentiel, c'est quelle est ma connaissance de l'état des réseaux et des équipements sur le site, hein, qu'on soit sur un périmètre de projet en extension ou dans le tissu urbain, et quelle est ma connaissance des contraintes topographiques. Alors, quand on parle de réseau, on parle de réseau sec, hein, électricité, fibre, téléphonie, réseau humide également, avec tout ce qui est eau potable, eau usée et eau pluviale. Est-ce que, par exemple, la station d'épuration est en capacité d'accueillir la nouvelle résidence senior que je projetterai dans 2, 3, 4, 5 ans? Ou est-ce que je vais être limité avec cet élément-là? Sachant que ces postes d'aménagement sont très importants et ils sont anticipés très en amont dans une opération, car ils peuvent gréver l'équilibre d'opération et conduire à sa non-réalisation. Donc, de la même manière, envisagez bien ces questions de réseau en amont. C'est pareil pour la topographie, hein, une topographie surenchérit aussi les coûts d'aménagement d'une opération. Un autre point essentiel
dans le projet, c'est la dureté foncière. Sur le site sur lequel j'ai projeté l'opération, quelle connaissance est-ce que j'ai de la structure parcellaire? Est-ce que j'ai un parcellaire qui est morcelé? Est-ce que j'ai des indivisions? Est-ce que je connais mes propriétaires ou est-ce que je ne les connais pas? Par rapport à ça, ça permet de mettre en œuvre toute une stratégie pour réaliser mon opération. De la même manière, se poser la question, si on n'est pas sur des fonciers communaux, bien sûr, des outils de puissance publique que je souhaite mobiliser. Est-ce que la commune est prête et à l'ingénierie pour lancer par exemple une DUP, pour accompagner pour lancer une expropriation, pour se rendre maître de foncier? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'elle peut s'appuyer sur un établissement public foncier pour lui apporter toutes ses compétences? Voilà, c'est un ensemble de questions également à poser assez tôt dans une démarche de projet. En fin de compte, on a des stratégies d'aménagement qui sont variées avec des investissements qui sont graduels de la collectivité. Chaque stratégie, chaque projet implique une taille et une durée de réalisation, une part de risque qui peut dissuader les opérateurs privés de prendre l'initiative. Je m'explique, sur des territoires comme à proximité de la métropole lyonnaise ou la métropole grenobloise, on va avoir un marché foncier dans lequel on va avoir une diversité d'opérateurs et qui va permettre aux élus de réaliser plus facilement leur opération et d'arriver plus facilement à leur objectif d'aménagement. Si on s'éloigne de ces secteurs immobiliers tendus, on va peut-être avoir moins de partenaires qui conduiront la collectivité à avoir une stratégie différente. La photo que vous avez en arrière-plan, c'est une commune du sud Grésivaudan qui, dans un premier temps, a consulté des opérateurs qui étaient peu nombreux, ils n'y ont pas donné satisfaction en termes de qualité. Donc, elle a changé son fusil d'épaule et a choisi de réaliser un lotissement communal et d'aménager elle-même et de vendre les différents lots de manière à ce que les pétitionnaires puissent bâtir en respectant les critères de qualité qui s'étaient fixés en amont. Donc, chaque opération a aussi un degré de complexité plus ou moins élevé, des programmes d'équipement et de construction qui vont être différents. Tout à l'heure, Pierre Giacometti reviendra sur la notion d'équipement propre qui est aussi essentielle sur ces projets d'aménagement. Le marché immobilier, j'en ai parlé tout à l'heure. On a des secteurs sur lesquels c'est très facile d'avoir une diversité de produits d'habitat collectif, intermédiaire, et d'autres secteurs sur lesquels ça va être un petit peu plus compliqué d'avoir autre chose que de la maison individuelle. Voilà, donc il y a un investissement qui est graduel de la part des pouvoirs publics, des procédures opérationnelles spécifiques. Par exemple, la ZAC n'est pas l'alpha et l'oméga de tous les aménagements sur le département. Et il y a aussi des choix à faire aussi en termes de mode de gestion suite à la réalisation des opérations. Donc ces stratégies correspondent à vraiment des modalités d'organisation tout à fait différentes entre les différents acteurs. Une stratégie qui peut être mise en œuvre par les élus, ce sont les études préopérationnelles. Qu'est-ce que c'est que les études préopérationnelles? Vous avez à l'image ici un secteur d'OAP sur une collectivité dans laquelle les élus ont souhaité aller plus loin dans la réflexion, ont souhaité définir le projet d'aménagement et le valider techniquement et économiquement de manière à affermir leur position et leur connaissance des conditions de réalisation du projet. Alors, il y a eu une réflexion qui a été faite en termes de composition, on allait un petit peu plus précisément. Là, en l'occurrence, il y a eu une axonométrie, il y a eu une 3D, mais ce n'est pas nécessaire à chaque fois. Et il y a eu surtout une réflexion quant à la capacité économique de l'opération d'exister. Donc, l'ensemble des aménagements a été chiffré. On a chiffré donc les coûts d'aménagement et aussi donc les dépenses et aussi les recettes. On a mis en face les recettes par rapport à ce que le marché ce qui peut exister par rapport au marché local. On a une balance entre dépenses et recettes et en l'occurrence, là, on a un déficit qui a été identifié par les élus et qui leur permet ensuite de se positionner, savoir s'ils souhaitent que l'opération soit lancée et dans quelles conditions ils souhaitent qu'elle soit lancée. Pour ce faire, il faut s'adjoindre des compétences en termes de montage d'opération, en termes d'économiste de la construction pour valider techniquement et économiquement le dessin que vous avez sous les yeux et ça permet de faciliter la négociation avec les opérateurs et surtout, ça permet aux élus de savoir s'ils souhaitent lancer l'opération dans ces conditions. Pour terminer cette introduction, je vais revenir sur la notion de feuille de route du programme. Il nous paraît essentiel, avant le lancement de toutes les démarches de projet, de définir quels sont les invariants du projet, ce qui n'est pas négociable pour le conseil municipal. Qu'est-ce qui fait que dans mon opération, je trouverai qu'elle est réussie? Quels sont les points sur lesquels je ne peux pas revenir? Voilà. De la même manière, il y a aussi la question de l'investissement financier de la collectivité. Est-ce que c'est une opération sur laquelle la collectivité peut accompagner l'opération en investissant en études ou en coûts d'aménagement?
Ouais, les objectifs, de la même manière, sont importants à définir pour la collectivité en termes de composition et de lien avec l'existant. Pour vous donner un exemple, une collectivité qu'on a accompagnée dans le dernier mandat avait un objectif de centre-village, centre-bourg, de conforter le centre-village en reprenant les typologies qui étaient existantes, donc aller sur du bâti intermédiaire, du collectif, avoir des espaces publics de qualité. Et plus ils ont cheminé dans la réflexion, plus ils se sont rendus compte que pour absorber le déficit de l'opération, il fallait revoir la typologie des logements et avoir une majorité d'habitats individuels, de lots à bâtir. En termes de composition, ça ne correspondait pas aux objectifs de cette collectivité qui a souhaité tout à fait changer de projet parce que la feuille de route initiale n'était pas respectée. Donc, se poser la question des objectifs également en termes de programme de logement. Quel type de logement est-ce que je veux accueillir? Pour quelle population? Est-ce que c'est du logement social? Est-ce que c'est de l'accession sociale? Est-ce que j'ai besoin de petits logements pour des personnes qui vivraient seules ou des familles monoparentales? Est-ce que j'ai besoin de grands logements? Voilà, ce sont l'ensemble des éléments de programme qui nous semblent essentiels à partager. Et de cette manière-là, si ces objectifs sont partagés au sein du conseil municipal et suffisamment précis, ça permet aux élus de juger des propositions qui pourraient être amenées sur la table par des promoteurs, des aménageurs ou des bailleurs sociaux, et ainsi de pouvoir avoir une démarche de projet qui sera tout à fait positive. Voilà pour l'introduction. On va prendre quelques questions avant le passage à l'intervention de la direction départementale des territoires. Oui, il y a déjà 2 questions qui sont arrivées. Il y a une personne qui demande comment on peut trouver les réseaux topographiques et notamment les tracés dans la commune du réseau d'assainissement. Donc, la topographie et l'assainissement. Peut-être que la DDT, peut répondre en appui? Bonjour. Alors pour trouver les réseaux d'assainissement, c'est généralement la collectivité qui a la compétence assainissement qui a la connaissance de ces réseaux. Donc si l'interco a la compétence assainissement, elle connaît l'ensemble des tracés des canalisations. En plus, dans le PLU, en annexe, on devrait trouver le tracé des réseaux d'assainissement, comme ceux d'eau potable. Et pour compléter, dans le cas où on a des informations assez parcellaires, ça arrive dans des cas particuliers, notamment avec des réseaux privés et publics dans certaines communes d'eau potable, des choses comme ça. Un travail de schéma directeur, en fait, va vous permettre de reconstituer les bribes de réseau qui peuvent vous manquer. Et là, le bureau d'études privées pourra faire reconstituer un plan parce que c'est vrai qu'on a des collectivités qui des fois sont face à des plans qui n'ont pas été bien suivis et où il y a besoin de recollement. Donc le bureau d'études qui fait le schéma directeur d'eau potable ou le schéma directeur d'assainissement, il va compléter vos différents plans et notamment ça peut être l'occasion dans certains cas de les numériser parce que c'est pas numérisé partout. Peut-être on peut compléter également sur la question du réseau topographique. Tout ce qui va être la topographie sur vos territoires, en général, il va falloir des relevés topographiques spécifiques des différents secteurs et effectivement, ça s'appelle des études complémentaires, etc. sur ces secteurs-là. Une autre question, quelle est l'alternative à une ZAC sur des projets sur du foncier privé, mais où il y aurait le souhait de tenir une certaine cohérence d'ensemble? Alors la personne cite par ailleurs le secteur couvert par une OAP sectorielle. Effectivement, déjà, c'est le premier outil pour la cohérence d'ensemble. Donc, je ne sais pas si vous voulez répondre à 2 ou 3 voix sur ce sujet-là. Ce que je vous propose là-dessus, c'est on va parler de différents outils dans la présentation de la DDT. Donc, on y reviendra, on répondra à cette question juste après. Pour compléter sur la topographie, ce que je conseillais, c'était pas de faire un relevé topographique initial dès le début. Ça, c'est dès qu'on a une connaissance plus spécifique du projet et de ce qu'on veut faire, là, on va faire des relevés topographiques. Pour autant, il ne faut pas négliger le coût d'aménagement que représente un terrain qui n'est pas plat et les surcoûts en termes d'aménagement. Ce que je vous propose, c'est on peut enchaîner avec l'intervention de la DDT et Pierre Giacometti-Bocchi, et on prendra des questions, on pourra revenir sur l'ensemble des présentations tout au long de cette soirée. Pierre, je te laisse la main. Ok, merci. Donc, le choix du mode de réalisation dans la démarche de projet, ça dépend de plusieurs éléments pour mener une opération d'urbanisme. Ça dépend tout d'abord de l'équilibre économique, c'est-à-dire quel est le marché pour cette opération,
notamment, hein, d'aspects donc économiques. Ça dépend aussi du degré d'implication de la collectivité. On a des collectivités qui veulent s'investir dans les opérations d'urbanisme, on a d'autres qui veulent pas, on en a qui peuvent au niveau financier s'investir, on en a d'autres qui, pour des problèmes de taux d'emprunt, ne peuvent pas s'investir dans les opérations. Et puis, on a aussi des aspects techniques. On a des collectivités qui disposent de services techniques qui sont capables de suivre les opérations d'urbanisme. Et on a d'autres collectivités pour lesquelles il faut d'abord recruter un bureau d'études pour se lancer dans une opération. Donc, ça dépend de plusieurs éléments qui dépendent de la collectivité. Ensuite, ça dépend aussi le mode d'organisation des équipements nécessaires à une opération. On a notamment dans un milieu très urbain des opérations qui ne nécessitent pas forcément d'investissement public. Le terrain est déjà desservi, il est déjà dans un contexte complètement où les équipements sont déjà tous là et où il n'y a pas besoin d'équipement public. Et là, le privé peut tout à fait prendre le relais. Et puis, on a d'autres opérations où il y a des équipements publics à construire et il y aura forcément, pour débloquer l'opération, le besoin que la collectivité intervienne. Il y a aussi de nombreux éléments conjoncturels et Thibault en a parlé. C'est le foncier. Est-ce que ce foncier est disponible ou pas? Est-ce qu'il appartient à la collectivité ou pas? Le document d'urbanisme et les différents autres documents et servitudes, c'est-à-dire est-ce que le terrain, est-ce que l'opération envisagée dans un terrain constructible du document d'urbanisme, est-ce qu'il n'y a pas des risques naturels et d'autres servitudes qui s'appliquent au terrain? Comme j'en ai parlé, c'est aussi des questions de marché. Est-ce qu'il y a un marché de sortie pour cette opération? On a certains secteurs où il n'y a pas de problème, les promoteurs se poussent les portes de la commune. On en a d'autres où c'est plus compliqué d'attirer pour construire certains types d'équipements. Et donc, toujours est-il qu'il n'y a pas de solution unique, il y a vraiment la solution adaptée à un secteur donné. Alors, en matière donc de projet, il faut se poser plusieurs questions, des questions financières, des questions de procédure ou d'autorisation, des questions foncières. Et donc, l'aménageur a une sorte de boîte à outils thématique à sa disposition. On peut classer ces outils dans 4 catégories. Les outils du PLU, donc on a parlé déjà des OAP, on en parlera ensuite dans l'intervention de l'AURG. C'est un des éléments possibles dans le PLU. On peut utiliser aussi des emplacements réservés. On reviendra dessus ensuite. Et puis, la manière d'écrire le règlement et la manière de choisir les différentes zones du PLU a une influence sur les différents projets. C'est les outils du PLU. Au niveau des outils financiers, il ne faut pas oublier qu'on a différentes possibilités de faire participer. On a la taxe d'aménagement, donc la taxe d'aménagement simple, dont le taux est décidé par la commune, et aussi la taxe d'aménagement majorée, on reviendra dessus. Il y a possibilité de mettre en place une ZAC, mais ça n'est pas la panacée. Donc, dans ce cadre-là, il y a des participations des aménageurs et des constructeurs à la ZAC. Il y a le projet urbain partenarial qui est possible. Voilà. Et au niveau des outils fonciers, on dispose de possibilités pour libérer des fonciers. On a la déclaration d'utilité publique dans le cadre d'opérations qui sont d'intérêt public, le droit de préemption qui permet de préempter un bien quand il se vend. Pourquoi pas l'acquisition amiable? Il y a beaucoup de communes qui acquièrent du foncier, qui stockent du foncier de manière amiable, et le droit de délaissement dans le cadre des emplacements réservés notamment. Pour les autorisations, il y a différentes autorisations possibles. On a le lotissement, soit en déclaration préalable, soit en permis d'aménager, on reviendra dessus, le permis de construire ou permis de construire valant division, la ZAC, qui est une procédure d'urbanisme, ou les associations foncières urbaines, AFU, on verra ensuite. Je vais arriver avec la bonne souris. Voilà. Alors, 3 critères de constructibilité d'un terrain ou d'un ensemble foncier, d'une propriété foncière, sa constructibilité juridique. Est-ce que le terrain est classé en zone constructive du PLU? Évidemment, si le secteur est en zone A, ça va poser un problème et ça va nécessiter, si la commune veut avancer dans le projet, de faire des procédures d'urbanisme.
On a aussi des différentes servitudes publiques ou servitudes privées. On peut avoir une zone de risque, donc une servitude d'un plan de prévention des risques naturels. On peut avoir un emplacement réservé, comme je le disais, puis on peut avoir aussi des servitudes de droit privé sur les terrains, servitudes de passage, qui peuvent complexifier l'opération ou la rendre impossible. On a la constructibilité technique du terrain. Donc, est-ce que notre terrain, et ça, on l'a vu avec Thibaut tout à l'heure, est desservi par les différents voiries et réseaux, ou est-ce qu'il est viabilisable, donc, ou pas, parce qu'on a dans certains cas des impossibilités techniques de desservir des réseaux. Et puis la constructibilité financière, c'est-à-dire qu'en cas d'inexistence ou d'insuffisance de réseau ou d'accès, qui va payer? Est-ce que c'est à la collectivité de payer, de financer ces équipements? Est-ce qu'on peut les mettre complètement à la charge du privé ou pas? Et est-ce que au niveau du marché, cette constructibilité du terrain est raisonnable, notamment si on a des terrains très pollués? Est-ce que les coûts de dépollution ne grèvent pas de manière trop importante le terrain? Et pour compléter sur la constructibilité juridique, même s'il n'y a pas de PLU, il faut vérifier que le projet est, par exemple, en RLU dans la partie actuellement urbanisée de la commune. Le terrain ne se situe pas en pleine zone agricole. Il faut distinguer, donc, Thibaut en a parlé, équipements propres des équipements publics. Alors, des fois, c'est très simple, notamment sur le petit schéma de l'immeuble. Les équipements propres, c'est la colonne montante du bâtiment, c'est toutes les canalisations dans le terrain jusqu'à boîtier de raccordement avec l'espace public. Donc ça, c'est simple et c'est facile de comprendre que ça doit être financé par l'aménageur ou le constructeur. Par contre, la notion d'équipement public, c'est des fois plus complexe à déterminer. Donc, un équipement public, c'est forcément construit sauf exception, c'est construit par la collectivité. C'est-à-dire que normalement, on ne peut pas confier au privé la réalisation de l'équipement public en dehors des AC. Et c'est forcément financé par la collectivité, même si la collectivité, elle peut évidemment demander des différentes participations ou utiliser différentes taxes pour les financer. Donc, dans notre opération qu'on a ici, si vous voyez ma souris qui bouge, on a une voirie traversante sur une opération qui relie deux voiries publiques et on a même une amorce de voirie pour un futur projet. Donc, dans ce cas-là, en fait, on considérera que la voirie est à réaliser par la puissance publique, puisque, en fait, on a de la circulation publique qui pourra passer sur cette voirie. Si on ne fait pas ça, rien n'empêche de fermer au colotis, de fermer l'opération et d'empêcher le passage. Donc là, tout l'intérêt, c'est que la réalisation se fasse par la collectivité, même si elle fait participer le lotisseur par différents systèmes. Et de même, c'est très important que cette voirie, cette amorce de voirie ici, reste publique pour permettre la construction de la future opération. Sinon, on aura ce qui se passe généralement dans le lotissement, un gros rocher ici et un refus des colotis pour que cette voirie soit utilisée pour aménager une future opération. Dans la photo du bas, par contre, on a une opération, est-ce qu'on pourrait revenir à la diapo précédente parce que j'ai plus la main a priori. Oui, c'est bon. Donc, dans la diapo du dessous, par contre, on a une opération, la photo du dessous, pardon, on a une opération qui est desservie par une voirie. Alors, on ne voit pas bien, elle a été reliée un petit peu, mais il y a une voirie qui revient sur elle-même au bout de l'opération. Donc là, on peut considérer que la voirie est un équipement propre qui est à but à 100% à mettre à la charge de l'opération, puisqu'elle ne pourra pas servir à une autre opération. En équipement propre, les voiries et les réseaux bénéficient à 100% en fait aux futures constructions, ce qui n'est pas du tout le cas pour les équipements publics où ça va au-delà des besoins des habitants du lotissement, comme l'on le voit sur le dessin du haut. Et il faut faire attention parce que c'est très compliqué de déterminer souvent dans les projets ce qui est privé et public. Est-ce qu'un carrefour desservant l'opération peut être financé en partie par l'opération? Oui, mais ça reste un équipement public. Et vous aurez des promoteurs notamment qui
vous proposeront de financer des choses qui ne sont pas de leur ressort pour faciliter la sortie de leur opération, et donc il ne faudra pas être tenté par les propositions que vous feront les promoteurs dans ce domaine-là. Donc on ne finance pas un trottoir le long de la voirie publique par le promoteur, même si ça allonge l'opération. On ne le laisse pas construire le trottoir, par contre on peut lui faire participer à la création de ce trottoir, mais c'est un équipement qui pourra être utilisé par le reste des habitants de la commune, donc il est forcément public. Et comme dit Pierre, en fait, la maîtrise d'ouvrage des équipements publics doit être portée par la collectivité dans toutes les procédures, hormis la ZAC, où il y a une concession. Et c'est la seule procédure qui permet de faire réaliser des équipements par le privé. Alors, dans les outils, les différentes thématiques qu'on a vues sur les outils, la boîte à outils disponible, on a les outils du PLU. Alors, le premier outil, en fait, il est très simple, c'est quand on détermine les zones urbaines et les zones à urbaniser. Donc, nos zones urbaines, c'est des zones déjà urbanisées où on a déjà des équipements publics qui sont existants ou en cours de réalisation et qui sont suffisants pour desservir les constructions. Et nos zones à urbaniser, elles sont de deux types. On a nos zones à urbaniser constructibles dans lesquelles on trouve la desserte en équipement suffisant à la périphérie immédiate de la zone. Et donc là, on a obligatoirement une OAP qui va déterminer quels sont les équipements nécessaires et quel est le projet que la collectivité souhaite sur cette zone. Et on a des zones AU inconstructibles où là, on n'a pas d'équipement suffisant à la périphérie immédiate de la zone. Donc, on affiche une intention d'amener les équipements, mais le terrain ne peut pas être immédiatement constructible, donc on ne peut pas poser de permis d'aménager sur ces zones AU inconstructibles. Et sur nos zones AU inconstructibles, c'est pas forcément du terrain vierge, ça peut être aussi des zones de renouvellement urbain. Maintenant, les zones AU, c'est plus forcément de l'espace vierge agricole et naturel, c'est même en priorité des espaces de renouvellement urbain. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Les outils du PLU, donc sur les conditions d'ouverture à l'urbanisation des zones, on a deux solutions sur les zones AU constructibles. Soit c'est au fur et à mesure, et c'est écrit dans le règlement, de la réalisation des équipements internes, qu'ils soient publics ou privés, ou bien sous la forme d'une seule opération d'aménagement d'ensemble. Et donc, à ce moment-là, il faudra réaliser tous les équipements d'un seul coup et poser un seul permis d'aménager sur l'ensemble de la zone. Donc, ça dépend beaucoup, notamment du foncier, de la propriété foncière. Si on a peu de propriétaires fonciers ou un seul propriétaire foncier, ou que la collectivité a déjà acquis le foncier, on peut tout à fait prévoir que c'est une seule opération. Par contre, quand on a de multiples propriétaires, y compris des indivisions, donc un foncier complexe, c'est conseillé de faire ça plutôt au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. Ça permettra de sortir l'opération petit à petit. L'ouverture au fur et à mesure, ça permet aussi de mieux suivre le développement communal, parce que si on ouvre d'un seul coup, on peut avoir des gros projets de 40 lots qui arrivent, alors que si on fait ça au fur et à mesure, on pourra égrener les constructions petit à petit dans le temps, et c'est plus harmonieux en termes de développement communal, d'impact sur les équipements publics de la commune. Mais ça posera la question des équipements internes à cette zone qui les réalisent, surtout s'il y a plusieurs opérations en cascade. Et cette voirie et ces réseaux seront peut-être à réaliser sous maîtrise d'ouvrage publique. Donc nos OAP, on verra des exemples tout à l'heure dans le diaporama de l'agence d'urbanisme, hein, mais c'est un outil qui est mieux adapté que le règlement pour traduire certains enjeux et favoriser l'urbanisme de projet. Parce qu'en fait, avec le règlement, on a beau essayer de travailler nos règlements, on n'obtient pas forcément de bons projets, puisqu'ils sont le règlement, c'est fait pour encadrer la construction, c'est pas forcément le bon outil pour accueillir du projet. Et notre OAP, notre autorisation d'urbanisme, il faudra qu'elle soit compatible avec cette orientation d'aménagement et de programmation. Donc, ça laisse une certaine latitude au porteur de projet pour la conception de son projet. Parce que quand on élabore un PLU, on ne connaît pas forcément quels sont
les porteurs de projets, quels sont les projets qui pourront être adaptés au secteur. Donc l'OAP, c'est le moyen de laisser toute latitude aux porteurs de projets pour dessiner son projet. Et donc, les élus vont affirmer leurs orientations sur un nouveau secteur d'urbanisation ou sur un secteur en renouvellement urbain, mais ne vont pas dessiner le projet. Donc, l'intérêt de l'OAP, c'est que c'est une grande liberté de forme et de contenu dans la forme de l'OAP, mais aussi dans la forme du projet ensuite. On a beaucoup de types d'OAP, on le verra un peu plus tard. Hop. Alors, dans les OAP, on a des OAP thématiques qui peuvent s'appliquer à tout le territoire, par exemple une OAP paysagère, mais le plus classique que vous devez connaître, c'est les OAP sectorielles, donc qui peuvent porter sur des secteurs de taille plus ou moins importante. Il faut quand même que ce soit pas sur une seule petite parcelle pour laisser justement la possibilité de rendre compatible, d'avoir plusieurs choix aux porteurs de projets. Il y a eu des jurisprudences sur des OAP trop petites qui n'étaient plus opposables du fait de leur taille trop peu importante. Mais donc il conseille que ce soit sur plusieurs parcelles ou sur des grandes parcelles quand même. Et ces OAP, elles peuvent comprendre des dispositions sur l'aménagement, donc c'est très large, l'aménagement, sur l'habitat, les transports, les déplacements, et en zone de montagne, même sur les unités touristiques nouvelles, les UTN. Et pourquoi on spécifie l'habitat, le transport et les déplacements? Parce que les OAP sont aussi dans les PLUI valant PLH et valant plan de déplacement et de mobilité, sont aussi la façon de traduire ces plans concrètement. Et alors, nos OAP, c'est orientation d'aménagement et de programmation. Donc, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a un volet programmatique. Alors, le volet programmatique, il est de deux ordres. C'est soit le programme qui détaille le contenu qu'on souhaite voir arriver dans l'OAP, notamment un programme de logement, par exemple, tant de logements individuels, tant de logements collectifs, ou tant de logements sociaux, tant de logements privés, tant de logements en accession. Donc ça, c'est déjà un programme. Une certaine proportion en renouvellement urbain, une proportion en logement neuf, etc. C'est un programme, mais c'est aussi la possibilité d'introduire des échéanciers de réalisation d'équipements dans les OAP, ce qui indique aux porteurs de projets quand est-ce qu'ils vont pouvoir construire dans cette OAP, mais aussi un échéancier d'ouverture des différentes OAP. Tel OAP avant tel OAP, donc tel secteur avant tel secteur partira en aménagement. Donc, une façon de contrôler l'urbanisation de la commune à travers ces programmes dans les OAP. Et l'important, et ce qu'on oublie très souvent quand on fait un plus, c'est le chiffrage. Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a besoin d'équipements publics pour aménager cette OAP? Et s'il y a besoin d'équipements publics, il faut les chiffrer pour savoir si la collectivité est en mesure de les réaliser et qu'est-ce qu'elle doit mettre en œuvre pour financer ces équipements. Est-ce qu'elle doit mettre en œuvre notamment une taxe d'aménagement majorée? Donc, c'est une question qu'il faut se poser dès qu'on élabore le PLU, et souvent on se la pose après l'approbation, ce qui est un peu tard. Et ça permet également de vérifier si le projet est réellement viable, parce que s'il y a trop d'équipements à réaliser, le marché ne sera peut-être pas au rendez-vous. Tout à fait, et ça peut concerner aussi les OAP entièrement réalisés par le privé, ce qui est toujours aussi une possibilité. Et donc, il faut regarder dans les équipements qu'on impose dans l'OAP si, en effet, ça ne va pas gréver de façon trop importante le coût de l'OAP. Si on prévoit notamment un très grand espace vert dans l'OAP, est-ce que l'opération va toujours être réalisable en supportant ce grand secteur qui ne comportera pas de construction, ou selon l'importance des voiries aussi. Alors, autre outil du PLU, l'emplacement réservé ou les servitudes de prélocalisation. Donc, les emplacements réservés peuvent être établis pour plusieurs choses. Pour les projets d'équipement public, une école par exemple, ou une voirie, pour un espace vert ou un secteur de restauration d'un corridor écologique, notamment donc quand on veut imposer des espaces verts, c'est bien de les accompagner par un emplacement réservé, puisque on ne peut pas faire porter à un seul propriétaire la réalisation de l'espace vert qui est un bien public, de la même façon que la préservation d'un corridor écologique. On ne peut pas faire porter la préservation de ce corridor à un seul propriétaire privé. Ça peut aussi servir, les emplacements réservés, pour des programmes de logements sociaux.
Et donc ces emplacements, donc, ils traduisent donc un engagement de la collectivité, c'est important, de mettre en place des équipements ou des logements sociaux ou des espaces verts. La collectivité, donc, elle doit, le PLU doit indiquer quel est le bénéficiaire, c'est soit la commune, soit la communauté de communes, soit éventuellement un bailleur, et la superficie précise que va utiliser ce futur équipement. On ne peut pas prendre 2 fois plus dans l'emplacement réservé que ce qui sera utile pour l'emplacement, pour le futur projet, pardon. On a aussi les périmètres d'attente de projets d'aménagement global qui vont geler l'urbanisation en attente d'un projet. C'est aussi une autre solution. La servitude de prélocalisation aux zones U ou AU, qui est un système qui a l'intérêt d'être moins précis. Donc, c'est une intention de réalisation, notamment de voirie dans les zones U et AU. Mais attention, donc ces emplacements réservés, ces périmètres d'attente de projet d'aménagement global et ces servitudes, il y a un droit pour les propriétaires en échange, c'est le droit de délaissement. C'est-à-dire que le propriétaire n'a pas le droit de construire. C'est pas une déclaration d'utilité publique, attention. Hein. L'effet de ces différentes servitudes et emplacements réservés, c'est d'interdire de construire sur le secteur et d'indiquer la volonté de la commune d'acheter ou de la collectivité d'acheter. Mais donc, en échange de ça, puisque le propriétaire ne peut plus utiliser son terrain, il a le droit de demander à la collectivité d'acheter. C'est le droit de délaissement. Donc, et si la collectivité n'achète pas, au bout d'un an, l'emplacement réservé ou la servitude devient caduque et le propriétaire retrouve son droit de construire. En cas de désaccord sur le prix du foncier, c'est le juge des expropriations qui intervient. Alors, sur les outils financiers maintenant, on a la taxe d'aménagement qui est très intéressante et qui est généralement pas forcément assez étudiée par les communes. On a la taxe d'aménagement de base, donc dans toutes les communes, hein, qui n'a pas besoin d'être justifiée pour être instituée. C'est institué de toute façon dans toutes les communes ayant un PLU et elle est entre 1 et 5%, le maximum étant 5%. C'est une ressource qui est forfaitaire, donc il n'y a pas besoin de prévoir des équipements en face, mais ça permet de financer tous les équipements dont la commune va avoir besoin. Sa composition est à la fois d'une part communale et d'une part départementale, qui vaut indiquer que la part départementale servait notamment au financement du CAUE, mais aussi aux espaces naturels sensibles. Et donc, attention, la part communale et la part départementale, c'est important parce que les exonérations ne sont pas forcément sur l'ensemble des deux parts. Et le calcul, c'est la surface taxable par la valeur forfaitaire de la taxe d'aménagement, par le taux communal de la taxe d'aménagement. Donc, ça représente des sommes non négligeables pour les constructeurs et il faut bien veiller à ce que les porteurs de projets soient informés du taux que vous avez de taxe d'aménagement et de les aider pour les propriétaires individuels à calculer cette taxe parce qu'on a fréquemment des constructeurs individuels qui découvrent un peu tard qui vont devoir payer la taxe d'aménagement. Alors, plus intéressant dans le cadre de la démarche de projet, c'est la taxe d'aménagement majorée, qui peut être majorée jusqu'à 20% sur un secteur donné. Alors là, il faut le justifier absolument et il faut respecter les principes généraux de proportionnalité de cette taxe avec les besoins du secteur. Ça, c'est très important. Donc là, la délibération, elle doit être motivée précisément avec les équipements publics qui vont être nécessaires et la proportion à affecter au secteur d'aménagement concerné. Donc, on peut avoir plusieurs secteurs de taxe d'aménagement majorée dans une commune et pas forcément à 20%. On peut avoir un secteur à 10%, par exemple, un secteur à 15%, un secteur à 20% en fonction du besoin d'équipement de chaque secteur. Et ça, c'est une façon de faire financer les équipements publics qui sont nécessaires pour les nouveaux secteurs. Voilà, diapo suivante. Alors, il est possible de se mettre d'accord par contrat de droit privé avec les propriétaires fonciers ou les constructeurs quand on a un défaut d'équipement sur un terrain. C'est le projet urbain partenarial. Il n'est possible ce projet que dans les zones U et AU des PLU. Il permet de financer des équipements autres que les équipements propres. Hein, bien sûr, là aussi, on est toujours dans du financement d'équipements publics puisque les équipements propres,
c'est le constructeur qui les paye, et il permet de financer l'ensemble des équipements publics dès lors qu'ils sont directement nécessaires. Donc, il y a une nécessité aux futurs habitants du secteur et qui n'excèdent pas leurs besoins, le lien de proportionnalité. Ça, c'est important. Donc, on peut, par exemple, affecter à 50% la création d'une nouvelle voirie aux futurs constructeurs parce qu'elle va être utilisée par d'autres habitants que les futurs constructeurs. Et ce n'est pas forcément des équipements de voirie et de réseau, mais ça peut être aussi une classe supplémentaire ou une extension de gymnase. C'est une contribution financière, mais ça peut être aussi un apport de terrain. Ça, c'est très intéressant parce qu'on a des fois des propriétaires privés qui n'ont pas forcément les moyens de participer aux équipements publics et donc ils peuvent tout à fait apporter un morceau de terrain à la collectivité qui le valorisera pour un équipement public ou pour la construction de logements, par exemple. Il y a un périmètre, bien sûr, qui est établi. Pardon, ça c'est moi qui ai changé par mégarde. Voilà. Je vais y arriver. Voilà, c'est ça. Il y a un équipement, donc c'est bien moi qui ai la main. Il y a un périmètre qui est établi, un périmètre de PUP dès la signature avec le premier propriétaire. Donc le projet urbain partenarial, il peut concerner plusieurs propriétaires, c'est souvent le cas quand on a un équipement public à construire, mais il est signé avec, il y a un accord à avoir avec le premier propriétaire et ensuite les propriétaires suivants sont obligés de participer au projet urbain partenarial si le premier a été d'accord avec la collectivité. Et attention, c'est… oui, tout à fait. Ça exclut la taxe d'aménagement, c'est-à-dire que c'est soit le PUP, soit la taxe d'aménagement. Donc, on peut très bien avoir un système où on établit une taxe d'aménagement à 20% et ensuite on négocie avec le promoteur un projet urbain partenarial qui sera plus près des besoins de l'opération. Et cette exclusion, elle est de 10 ans maximum, mais elle est décidée dans le projet urbain partenarial. Alors, un petit schéma pour comprendre un peu quelles questions il faut se poser. Donc, en bleu ciel, vous avez les questions à se poser. En droite, l'implication de la collectivité et en rose, l'implication du privé. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce que la collectivité maîtrise le foncier? Si elle le maîtrise, à ce moment-là, on peut se demander est-ce qu'elle souhaite faire l'opération ou pas? Si elle ne souhaite pas faire l'opération, elle a la possibilité de céder à un opérateur son foncier. Si elle souhaite faire l'opération, elle peut se demander, comme je l'ai dit, est-ce qu'elle a les moyens et les compétences en interne pour le faire? Si elle a les moyens, elle peut faire, comme y compris des petites communes l'ont fait, hein, des lotissements communaux ou des PC évaluant division. Donc, pour faire le promoteur, elle a tout à fait le droit de faire le promoteur ou le constructeur, de construire ou de lotir des terrains, ou bien sinon de proposer une concession à un aménageur ou une assistance à maîtrise d'ouvrage. Ensuite, si elle ne possède pas le foncier, elle doit se demander si elle souhaite l'acquérir. Si elle ne souhaite pas l'acquérir, là, on est vraiment dans une opération privée. Si elle souhaite l'acquérir, elle peut l'acquérir à l'amiable et donc se reposer les mêmes questions qu'on s'est posées précédemment. Par contre, si elle ne souhaite pas acquérir, c'est une opération privée qui est encadrée par le PLU, d'où l'intérêt d'avoir des OAP suffisamment précises pour encadrer, mais laissant au projet toutes ces possibilités d'expression. Et là, on se posera quand même la question, même si le foncier est privé, de savoir est-ce qu'il y a des équipements publics à réaliser. À ce moment-là, il y aura une implication de la collectivité pour construire ces équipements, par exemple des voiries, et elle rachètera les terrains nécessaires à la construction de ces équipements publics dans ce cadre-là, puisqu'elle ne possède pas le foncier. Et dans le cadre d'un PLU, le propriétaire pourra mettre à disposition ces terrains dans le cadre de la réalisation du paiement du PUP notamment. Et sinon, à ce moment-là, il y a une opération entièrement privée où les équipements internes, les équipements propres à l'opération sont réalisés par le privé. Je crois qu'on en a à peu près fini. Oui, c'était la dernière diapo. Donc, si vous avez des questions, hein, il y a encore un truc? Ah, ouais. Je n'arrive pas à l'afficher. Pourquoi? Ah oui, pardon, j'ai oublié. Voilà. J'ai oublié les procédures et les autorisations. Oh là là, oh là là. Donc, dans nos procédures d'autorisation, on a donc le lotissement. Donc, le lotissement, ça recouvre plusieurs choses.
ça peut recouvrir donc une division parcellaire. Donc, une division parcellaire, ça exige soit un permis d'aménager, soit une déclaration préalable. Donc, ça exige un permis d'aménager quand il y a des équipements communs, des équipements propres à l'opération à réaliser, une voirie par exemple, ou des réseaux internes à réaliser. Par contre, si on divise des terrains qui sont directement accessibles depuis la voirie publique, c'est le cas du haut, on peut parfaitement avoir un lotissement créé par déclaration préalable. Donc, une division en différents lots qui est faite par une simple déclaration préalable. L'autre possibilité, c'est le permis de construire valant division, donc qui est une opération qui prévoit à la fois la construction des logements et qui va prévoir la répartition en différents lots dans le courant de l'opération. Donc, c'est un seul constructeur qui construit toutes les maisons et qui ensuite va opérer la division entre les futurs propriétaires. On a aussi l'association foncière urbaine ou association foncière urbaine libre, si des propriétaires se mettent d'accord pour se répartir le foncier. Parce que notre foncier, il ne va pas forcément être adapté, la division foncière existante ne va pas forcément être adaptée à la réalisation d'une opération. Donc, notre AFU va venir en fait redéfinir la propriété foncière en fonction de l'opération qui sera réalisée. Et on a bien sûr le permis de construire simple dans le cadre de l'opération de la construction d'un logement collectif, par exemple, par un seul promoteur. Est-ce que tu veux compléter, Stéphane? Non, ça va, c'est bon. En timing, on va être court après. Ouais. Merci pour vos interventions, messieurs. Plusieurs questions sont arrivées entre-temps, je vais vous les poser. L'OAP sectorielle peut-elle imposer le gabarit des constructions sur des fonciers privés, programme de logement collectif par exemple, ou seulement l'aménagement de l'espace public? Donc l'OAP sectorielle, elle peut imposer en fait en termes de compatibilité. Bien sûr, c'est pas le règlement écrit ou le règlement graphique qui est en termes normatifs. Elle peut donner une image de ce qui est souhaité sur le secteur, donc donner des gabarits de volume constructible, des idées de programme de logement, comme elle le ferait sur l'espace public. Mais c'est pas des règles au centimètre près. Voilà, c'est pas un secteur de plan masse, c'est pas un avant-projet sommaire, c'est un schéma, ça doit rester schématique. Et donc, si elle indique notamment dans les OEP sans règlement, si elle indique des hauteurs, c'est une hauteur approximative, un gabarit approximatif pour que le projet puisse s'exprimer à l'intérieur de cette OAP. Merci. Une autre question. En secteur sous pression foncière, le périmètre d'attente de projet d'aménagement global, donc le PAPAG dont vous avez parlé tout à l'heure, est-il utilisable pour des fonciers privés en attente d'une OAP qui nécessite des études longues afin d'éviter des projets subis dans ce laps de temps? Alors, le secteur de PAPAG, il doit être inscrit quand il y a un déficit d'études sur un secteur donné, dans le cadre de l'élaboration du PLU, mais il est limité à 5 ans. C'est-à-dire que ce laps de temps de 5 ans doit être utilisé pour mener les études nécessaires à l'urbanisation de ce quartier. Il gèle l'urbanisation, il gèle les projets des particuliers, mais dans le but de sortir une image, de respecter des objectifs pour ce quartier. En fait, il est lié à une étude. Mais cette étude peut tout à fait aboutir à l'introduction d'une OAP. Ça peut en effet permettre soit de faire une OAP, soit de la préciser aussi. C'est tout à fait l'idée, parce que le problème qu'on a au niveau des PLU et notamment des PLU intercommunaux, c'est qu'on dispose souvent de pas assez de moyens de temps pour faire des OAP tels qu'on le souhaiterait. Donc c'est une très bonne idée de repousser un peu l'élaboration des OAP dans le temps. Et alors l'intérêt, c'est que de le faire sur des secteurs de renouvellement urbain qu'on ne pourrait pas mettre en AU
inconstructibles. Parce qu'on ne peut pas mettre en AU inconstructible, donc en AU avec défaut d'équipement, des secteurs qui sont déjà complètement urbanisés, des secteurs de renouvellement urbain. C'est forcément de la zone AU constructible ou de la zone U. Donc, dans ces zones, comme on peut immédiatement construire, on peut ressentir le besoin de repousser un peu les projets dans l'attente d'une définition d'un projet communal sur ces secteurs qui soit un peu mieux défini. Par contre, il ne faut pas oublier que le PAPAG, il ouvre également au droit de délaissement. Et donc, ce même principe que les emplacements réservés, si le propriétaire met en demeure la collectivité d'acquérir son foncier, elle se doit de le faire, ou sinon le périmètre de PAPAG tombe. En attendant, on a une question pour revenir à l'ensemble des deux présentations. Quelle est l'alternative à une ZAC sur des projets sur foncier privé, mais avec un souhait d'une cohérence d'ensemble? Par exemple, secteur couvert par une OAP sectorielle. Donc peut-être la différence entre l'outil d'aménagement et de financement et puis ce qu'on peut mettre dans le document d'urbanisme, ça peut être intéressant de revenir là-dessus. Eh ben, sur le secteur, en fait, s'il y a des équipements publics qui sont à réaliser, il peut très bien avoir une convention de PUP qui permettrait de réaliser les équipements publics et d'avoir une part de financement des privés pour mener à bien en fait le projet global de ce quartier. Ce que ferait la ZAC dans le cadre de sa procédure. En fait, l'alternative à la ZAC pourrait être un PUP soit avec les propriétaires fonciers, soit avec les opérateurs présents sur le site, en amont du montage de l'opération. La ZAC, c'est un outil hybride, c'est à la fois un outil de financement comme peut faire le PUP et c'est à la fois un outil de conception urbain. Donc on est à cheval entre les deux. D'autres questions? Vous avez déjà développé des questions qui avaient été posées avant vos interventions sur la déclaration d'utilité publique et emplacement réservé. On a une autre question sur ce sujet-là. En cas de projet d'une déclaration d'utilité publique sur un emplacement réservé, faut-il faire délimiter par un géomètre la surface de l'emplacement réservé? Généralement, non, il n'y a pas le découpage. En fait, il doit être décrit l'emplacement réservé dans le règlement graphique du PLU. Il doit être décrit une voirie 4 mètres de large avec une surface. En fait, il n'est pas au centimètre près. En fait, dans le cadre du PLU. En fait, l'emplacement réservé permet sur le document graphique de montrer les terrains en fait grévés par cet emplacement réservé. Il n'y a pas de nécessité d'avoir un levé topographique très précis. Par contre, au moment de l'acquisition, en fait, il y aura automatiquement le foncier et donc l'intervention du géomètre mais en second temps pour en fait l'acquisition. L'emplacement réservé, son but, c'est uniquement d'interdire la construction sur le secteur et d'afficher la volonté de la collectivité d'acheter, mais ça n'engage pas ensuite la procédure d'acquisition, qui peut être amiable par expropriation, on peut tout avoir. Ce que je vous propose, pour qu'on laisse du temps à l'agence d'urbanisme de faire son intervention, on pourra revenir sur les autres questions que vous nous avez posées. Et je vais donner la parole à Colombe Buevos de l'agence d'urbanisme pour sa présentation. Colombe, c'est à toi. Alors l'idée de la présentation qui suit, vous irez regarder les modules un peu plus détaillés que ce que Amélie et moi on va reprendre, parce que ça aurait été long et fastidieux de reprendre le détail complet de la présentation des outils. L'objectif pour nous, c'était de vous apporter un peu d'illustration en fait sur les outils qui ont été présentés initialement, notamment par la DDT, et certains des propos de Thibaut en introduction. Donc on vous a pris surtout des exemples majoritairement isérois, on va dire, et l'objectif pour nous, c'était
c'était de vous montrer la place en fait de l'urbanisme négocié et le rôle que peut jouer en fait les élus dans la mise en œuvre des projets et comment se saisir de ces outils pour aller négocier avec les différents promoteurs. Donc le premier module, il va plutôt être sur l'OAP en lui-même et ma collègue Amélie prendra le relais sur le module un peu savoir identifier les points de blocage et notamment, vous allez voir sur les différents outils fonciers qui ont été présentés par nos collègues de la DDT. Donc, je commence par les OAP sectorielles. Comme l'a exposé Pierre, pour nous, c'est un outil que vous connaissez un petit peu mieux dans le cadre de l'expérience que vous devez avoir sur vos communes. Donc, on a présenté un seul exemple sur ce sujet-là et après, on est plutôt sur des OAP thématiques. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai la main, par contre, sur la présentation. Ok, donc vas-y, tu peux encore avancer. L'idée, c'est de prendre un exemple sur la commune de Montbonneau. Du coup, on est dans l'élaboration d'un PLU. L'idée, c'est de vous montrer un peu comment on va devoir, dans une OAP, respecter les contraintes. Si tu peux encore avancer d'un cran, Thibaut, ça serait parfait. Voilà, on y est. L'exemple qu'on vous a choisi, en fait, c'est de vous faire le lien entre un projet d'un promoteur qui arrive pendant l'élaboration d'un PLU sur un secteur vierge et d'intégrer tous les enjeux de respect des contraintes afférentes au site, de respecter les attentes des riverains et des habitants et de cadrer un peu ce que le promoteur voudrait faire avec ce qui est compatible avec les grandes orientations que la commune voulait pour ce secteur. Le contexte, c'est bien l'élaboration du PLU, donc ce grand secteur vierge sur lequel vient se positionner un promoteur pendant l'élaboration. Et il y a des premiers éléments de réflexion qui sont issus de différents contacts avec, on verra, plusieurs projets d'aménagement successifs. Comme on est dans le cadre de l'OAP, comme on est dans le cadre de l'élaboration du PLU, il faut que tu me donnes la main parce que sinon je crois que je ne vais pas y arriver. On pouvait passer par l'association justement des riverains et des habitants, puisqu'il y a une phase de concertation afférente au PLU. Et ici, ça a été l'organisation de différents ateliers qui permettaient en fait, pas en partant d'une feuille vierge, mais en donnant les invariants sur le secteur, c'est-à-dire la préservation de zones boisées, la préservation d'une zone humide, la question d'accessibilité au secteur, de laisser quand même les habitants dire qu'est-ce que pour eux était acceptable sur ce secteur, qu'est-ce qui devait participer de l'aménagement du secteur et pourquoi. Ces éléments-là, ils ont permis en fait de donner des pistes d'amélioration pour le schéma d'aménagement. Donc sur la diapo suivante, qui a été ensuite élaboré pendant le PLU, avec du coup l'inscription de points essentiels comme les cônes de vue, le parc à préserver sur la partie nord du secteur, la préférence à une zone d'habitat individuel en tampon avec l'habitat individuel par rapport à des zones de collectifs au cœur de l'opération. Donc l'OAP sectorielle, elle se présente systématiquement avec un schéma d'aménagement qui peut prendre différentes formes selon le secteur, selon les enjeux, selon le niveau de détail et le niveau de précision qu'on veut apporter aux orientations de l'orientation d'aménagement et de programmation, puis des orientations écrites qui viennent en fait qualifier et préciser pour le porteur de projet ce qui est attendu derrière chacun des petits éléments du schéma. L'OAP en soi, la DDT vous l'a dit tout à l'heure, c'est un rapport de compatibilité avec le permis. Donc il s'agira juste de ne pas être contraire à ce qui est écrit dans l'orientation d'aménagement pour respecter cette orientation. C'est pourquoi il est essentiel de travailler les différents invariants sur un secteur en les traduisant dans la partie réglementaire de votre document d'urbanisme. On le voit ici sur le petit schéma à gauche qui représente en fait la traduction réglementaire des invariants de l'OAP dans le règlement graphique de la commune avec des emplacements réservés sur les éléments qui allaient être à réaliser par les collectivités. C'est ce que présentait Pierre tout à l'heure. Si vous avez une voirie traversante à réaliser, ici nous avons un parc à réaliser, c'était la commune qui le prenait en charge. La placette avec des parkings et des commerces sur la partie sud, emplacement réservé, c'est la commune qui devra réaliser. L'incidence pour la commune, c'est que derrière, elle réfléchit en fait à des choix de financement et aux outils qu'elle va mobiliser pendant l'élaboration du PLU. Elle réfléchit déjà à comment elle va pouvoir financer ces différents outils.
On fixe donc dans le règlement graphique les éléments qu'on veut invariablement traduire dans la réalisation du projet. Par exemple, il y a aussi la question de règlement sur la hauteur. Puisqu'on a un secteur d'habitat individuel, on a une règle graphique ici qui vient tempérer avec une hauteur moins importante que sur le reste du secteur AUA. Tu peux changer la diapo. La mise en œuvre du projet derrière, c'est bien cet encadrement des invariants réglementaires. Donc, ça a facilité en fait les débats avec le promoteur. Le PLU, il a été approuvé en 2017. Dès l'approbation du PLU, puisque ça avait été travaillé en amont avec le promoteur, le permis d'aménager a pu être déposé. Ça a facilité son instruction et ça a facilité la sécurisation, on va dire. Si jamais, par exemple, c'est plus le même permis ou c'est pas le même promoteur qui vient déposer un permis une fois le PLU approuvé, in fine, la commune a figé suffisamment d'éléments dans son règlement graphique et via les orientations de son orientation d'aménagement et de programmation pour continuer à négocier le projet avec un autre promoteur si ça avait été le cas. Comme je vous l'ai expliqué, il y a notamment l'instauration de la taxe d'aménagement majorée qui a pu être réfléchie en amont. Je rappelle que comme elle est instaurée par délibération l'année précédant sa mise en œuvre, la commune a pu majorer une taxe à hauteur de 17% en raison du financement des équipements qui était le parc, un pont sur le ruisseau pour traverser la connexion entre la RD, l'opération et la piste cyclable et le parking sur le front commercial. Le permis a été déposé du coup en 2017. Aujourd'hui, l'opération, elle est en cours de réalisation. Il faut préciser que comme il y a eu pas mal de concertations, finalement, il n'y a pas eu de contentieux. Et aujourd'hui, c'est une opération effectivement qui fonctionne, qui monte et la commune a un retour assez positif de la manière dont elle a co-construit le projet entre le promoteur et les habitants. Son seul regret était justement de ne pas avoir inscrit certains éléments réglementaires complémentaires, notamment pour la protection de certains arbres qui du coup ont disparu dans la mise en œuvre du projet. Comme on vous a précisé, les OAP sectorielles pour nous, vous maîtrisez un petit peu plus, donc on a préféré passer par les OAP plutôt thématiques avec deux exemples qui viennent vraiment illustrer en fait comment cet outil qui est souvent assez mal connu. Alors là, on va vous présenter des exemples qui sont mobilisés dans le cadre de PLU intercommunaux. Pour autant, vous pouvez les mobiliser dans des PLU. Comment ils permettent soit d'afficher un projet et une ambition politique qui ne va pas pouvoir apparaître en fait dans une autre pièce du PLU au regard de son contenu très encadré réglementairement par le code de l'urbanisme, soit comment ça va guider en fait l'insertion des constructions en tenant compte du paysage ou d'autres invariants liés au site. Donc la première OAP qu'on a choisi de vous présenter, c'est l'OAP Centre-Bourg sur la communauté de communes du massif du Vercors. En fait, 3 des centres-bourgs, puisqu'il y a 6 communes dans ce PLUI, avaient des ambitions particulières sur la revitalisation de leur centre-bourg. Et c'est des éléments qu'ils n'arrivaient pas à afficher ailleurs dans une autre pièce du document d'urbanisme. Aussi, ils ont fait le choix d'une OAP thématique qui leur permettait de montrer leurs enjeux croisés, en fait, entre tous ces points communs qu'ils avaient, question des usagers, des circulations, des stationnements, des modes doux, des équipements publics et touristiques, du patrimoine bâti, et tous ces objectifs d'organisation spatiale qui allaient leur permettre en fait de mettre en lumière l'articulation entre les différents projets sur le centre-bourg via l'OAP thématique. Donc comment est-ce que l'OAP thématique elle se présente? C'est le même format qu'une OAP sectorielle. Elle peut comporter un schéma, elle peut porter sur toute l'intégralité du territoire communal ou intercommunal selon qui a la compétence du document d'urbanisme, ou une partie, comme c'est le cas ici, 3 centres-bourgs. Il y a donc ici le choix d'avoir un schéma qui vient en fait mettre en lumière la coordination entre les différents secteurs d'OAP et les différents projets qui peuvent très bien être simplement en zone U classique dans le centre-bourg, les projets d'aménagement d'espace public et les projets de mode doux, accompagnés du coup, comme pour une OAP sectorielle, de différentes orientations, etc., qui viennent préciser le projet. Donc juste pour vous rappeler le fait que c'est bien une coordination, on affiche un projet politique et une ambition pour le centre-bourg, on le traduit effectivement dans les autres pièces du document d'urbanisme, ici via les OAP sectorielles, il y avait 2 secteurs ciblés sur le centre-bourg, mais aussi via les autres éléments du projet, donc sur la diapo suivante Thibaut s'il te plaît, les projets de requalification d'espace public, les projets urbains privés dont je vous parlais, les projets de valorisation d'espaces verts. Et derrière, il y a
effectivement la question de la traduction réglementaire, donc pareil sur la diapo suivante, des emplacements réservés, des secteurs d'OAP, le périmètre de diversité commerciale qui vient parler de l'aménagement de la place publique et de la présence du commerce, etc., etc. La question, c'est que ces outils OAP thématiques, aujourd'hui, c'est nouveau. L'appropriation à la fois par les élus et les porteurs de projets, elle est un peu nouvelle, on va dire, et complexe. Donc, il s'agit systématiquement d'aller regarder l'ensemble des pièces du document d'urbanisme pour pouvoir instruire un projet et dans un rapport de compatibilité avec cette OAP thématique. C'est quand même un plus dans le montage des projets parce que ça permet ici, par exemple, avec cette ambition politique de revitalisation générale, de mettre un peu de poids dans la négociation avec les promoteurs, notamment si on veut parler de connexion avec les modes doux afférents à un nouveau projet, ou alors de connexion avec les projets qui sont sur l'espace public. Pour vous illustrer encore un peu plus loin l'intérêt de ces OAP thématiques, on a fait le choix de vous montrer l'OAP thématique paysage. Ici, elle va vous paraître très urbaine parce qu'elle est sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole, mais au contraire, vous allez voir qu'elle vient apporter des compléments ultra qualitatifs qui en fait viennent en complément des règles écrites et du contenu du code de l'urbanisme. Donc cette OAP thématique, elle prévoit en fait une meilleure contextualisation des projets dans l'environnement en favorisant la qualité et l'intégration puisqu'elle vient donner des conseils et des illustrations sur comment prendre en compte les éléments de paysage, les éléments afférents au site pour l'intégration des constructions dans un environnement existant. C'est un outil à part entière du PLUI et comme les autres OAP, il s'applique bien dans un rapport de compatibilité. Je rappelle, c'est ne pas être contraire à. Si on regarde rapidement la structuration de cette OAP thématique, elle est autour de ces... Ah oui, alors il y a l'outil nouveau, mais je l'ai déjà dit, donc tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. La structuration en elle-même de l'OAP paysage et biodiversité, c'est la couverture, cette fois, de l'intégralité du territoire de Grenoble-Alpes Métropole, mais pour autant un découpage en 7 unités paysagères qui vont ensuite se décliner en des ambiances paysagères. C'est vraiment la structure paysagère du territoire de la métropole qui est la base ici des réflexions et des orientations. Les ambiances paysagères, elles sont vraiment ciblées sur, il y a la plaine agricole, vous allez avoir des ambiances à la carte, puisque par exemple l'ambiance ville-parc que vous allez retrouver en milieu très urbain, vous n'allez pas la retrouver sur les balcons de Chartreuse. À l'inverse, il y a des ambiances montagne pastorale ou villégiature thermale que vous n'allez pas retrouver sur toutes les communes. En plus, la structure unité paysagère, elle vient justement s'affranchir des limites communales pour vraiment être sur la géomorphologie et le fonctionnement du territoire. Je vous renvoie sur ces sujets-là à la première formation où Claire Bonneton avait abordé justement la manière dont le projet était abordé par la question de la morphologie du site et le paysage. Dans le cadre même de l'OAP thématique, il y a un titre en fait qui est opposable dans la structuration, si tu peux aussi passer la diapo suivante. L'idée, c'est que tout le contenu de l'OAP thématique ne pouvait pas être à instruire dans un rapport de compatibilité parce que c'est un contenu très fouillé qui vient illustrer, donner des objectifs qualitatifs, enrichir l'orientation et les règles qui peuvent s'appliquer sur le territoire. Du coup, seul le titre de l'orientation est opposable aux autorisations d'urbanisme. Votre projet doit être compatible à ces titres. Ils ont donc été travaillés pour rentrer dans ce cadre-là et c'est tout un travail très fin à l'instruction qui rend effectivement un peu compliqué l'appropriation que j'expliquais tout à l'heure par les élus, les porteurs de projets, mais même pour l'instant par certains instructeurs pour cette OAP assez technique, de la manière dont on peut utiliser cet outil. Pour vous montrer cependant comment ça peut être un outil de négociation avec les élus, on a illustré sur la diapo suivante avec un exemple de permis qui a été déposé. Donc dans un contexte plutôt secteur de plaine, vous aviez un tissu pavillonnaire fléché comme densification modérée dans le document d'urbanisme. Un permis de construire arrive sur un secteur qui est en fait une grande parcelle avec une maison d'habitation et 21 arbres sur la parcelle. Le projet, c'est de densifier en faisant du renouvellement urbain et en venant implanter un petit collectif. Le permis n'a pas été accepté
au titre justement de la suppression de 16 arbres sur les 21 existants. Dans le rapport de compatibilité, ça n'est pas considéré comme rentré dans ce rapport de compatibilité. Du coup, le permis a été retoqué, mais pour autant, l'OAP n'a pas été utilisé pour supprimer et refuser des permis systématiquement. C'est plutôt un outil pour retravailler le projet. Et ici, effectivement, le porteur de projet n'a pas voulu abandonner complètement son projet, est revenu discuter et améliorer en fait le projet pour qu'il rentre et que dans le respect de cette composition paysagère et de l'existence de ces arbres sur le site, on puisse réaliser ce collectif de 30 logements sur ce secteur-là. J'en conclus rapidement sur ce petit volet sur les OAP pour rappeler que les OAP sectorielles, c'est donc bien la traduction d'un projet. Il faut avoir un projet pour avoir une OAP sectorielle et élaborer un document d'urbanisme en venant inscrire des OAP à tout va sans projet, c'est souvent, on le voit à la mise en œuvre, un peu compliqué. Le facteur de réussite, c'est vraiment l'implication forte des élus et si possible, d'utiliser votre pouvoir avec tous ces différents outils pour cet urbanisme négocié. Il y a, je rappelle, ces invariants à fixer via des règles écrites et graphiques. Ce que vous voulez protéger, ce que vous ne voulez pas voir disparaître, il est fortement conseillé de le fixer dans le règlement graphique et écrit. Il y a suffisamment d'outils pour le faire. Les OAP thématiques, je rappelle que c'est des outils peu pratiqués. On aura beaucoup d'enseignements à apprendre sur l'application de cet outil. Pour autant, il y a plein de communes qui les ont utilisés même dans des PLU sur des questions de trame verte et bleue, de traitement des interfaces entre secteur urbanisé, secteur agricole. Il y a même des OAP sur le thème de l'énergie. Donc, plein de sujets qui sont en fait des plus pour des objectifs qualitatifs dans l'aménagement de votre territoire. C'est un outil qui doit vraiment être pris comme complémentaire aux éléments réglementaires. Il permet soit d'afficher des ambitions, soit de travailler ces éléments qualitatifs, mais en tous les cas, c'est quelque chose que vous n'auriez pas nécessairement pu placer au regard des exigences du code de l'urbanisme dans les autres pièces du document d'urbanisme. Le conseil essentiel, c'est aussi de prendre le temps finalement de construire ces différents projets, de ne pas se laisser embarquer du coup par un porteur de projet, savoir qu'on peut dire non, on peut négocier. Et pour cela, l'essentiel, c'est de savoir identifier un certain nombre de points de blocage et de leviers pour mieux agir. Et via une étude menée récemment, ma collègue Amélie va prendre le relais et vous présenter très rapidement ces différents éléments de levier et de blocage avant de répondre à vos différentes questions qui sont en train d'arriver. Donc du coup, pour poursuivre avec ce que Colombe a dit, et de manière aussi pas à synthétiser, mais en tout cas à reprendre un certain nombre d'éléments qui ont pu être introduits au cours de ce webinaire. L'idée, c'est de vous restituer une étude qui a été menée pour la communauté d'agglomération du Pays Waronnais, afin d'identifier les points de blocage dans la mise en œuvre des OAP sectorielles. Donc, il y a un certain nombre d'entretiens qui ont été menés dans différentes communes à partir d'OAP donc existantes pour voir quels avaient été les soucis, qu'est-ce qui avait fonctionné ou pas dans le passage à l'opérationnel de ces OAP. Donc, on va voir trois points de blocage particuliers. Donc, on va commencer par le foncier. Donc, le foncier, il y a un peu trois cas de figure principaux. Donc, soit on est dans le cas d'une vente à l'amiable et entre guillemets tout se passe bien, ou alors des cas plus fréquemment rencontrés. On est soit dans le cadre d'un propriétaire qui va être vendeur mais à un prix trop élevé, parce qu'il n'a pas forcément la connaissance des coûts supplémentaires qui peuvent être imputés à son terrain, donc par exemple de la pollution, de l'amiante ou de la démolition, ni même du fonctionnement du modèle économique du porteur de projet. Et ça peut générer des situations de dissuasion pour les opérateurs. Le troisième cas de figure, c'est dans un contexte de rétention foncière très forte. Voilà. Donc sur les deux derniers cas rencontrés, en fait, ce qu'on a identifié un peu comme levier, c'est principalement d'ouvrir à la discussion, donc bien même avant de négocier finalement, en se posant 4 questions. Quand dialoguer, avec qui, sur quoi et comment. Et finalement, par exemple, quand, au moment de l'élaboration de l'OAP, ça peut être intéressant. Alors, je ne dis pas dans tous les cas, mais dans certains contextes d'OAP, quand on est sur une OAP qui va être très structurante pour la commune, très stratégique, eh bien, d'avoir
la connaissance de l'intention des propriétaires, est-ce qu'ils seraient vendeurs ou pas, eh bien ça peut permettre déjà d'avoir un certain niveau de connaissance et de faire évoluer parfois un peu le périmètre. Mais aussi lorsque l'opérateur est présent. Donc là, c'est plus par rapport notamment au coût de vente, d'achat, par exemple, du terrain. Donc avec qui? Donc c'est à quel, c'est au fil du processus du projet, il est intéressant de mettre différentes personnes autour de la table. Donc ça peut être la commune avec les propriétaires, les opérateurs, mais aussi les établissements publics fonciers. Donc pas tout le monde nécessairement en même temps, mais du coup à des moments clés et stratégiques de l'avancement du projet. Donc sur quoi? Comme je le disais, par exemple sur le prix du mètre carré, sur les contraintes, mais aussi sur les éléments de programme ou tout simplement le discours à tenir. Je prends l'exemple, par exemple, quand on est dans un cadre de rétention foncière très forte, c'est pas parce qu'un terrain aujourd'hui est ouvert à l'urbanisation et identifié dans une OAP qu'il le sera encore dans les 10 ans à venir. Et enfin, sous quelle forme? Eh bien, à partir d'ateliers, bon, par exemple pendant l'élaboration du PLU ou du PLUI, mais aussi sous forme de réunions ou en s'appuyant sur les outils qui sont existants et que la DDT a pu présenter auparavant. Donc le deuxième élément de blocage, ça va être tout ce qui tourne autour de la voirie et plus généralement des équipements publics. Alors, avec l'objectif bien sûr de réaliser un équipement public, ce qui a été très bien expliqué auparavant dans la présentation de la DDT et qui est ressorti comme un des éléments bloquants. Dans le sens où la définition des besoins en amont n'est pas toujours clarifiée en fait en termes de voirie, réseaux divers, hein, ce qu'on appelle VRD. Et du coup, on n'a pas la commune n'a pas une vision claire des coûts de réalisation qui vont être à sa charge. On parlait tout à l'heure d'équipements propres et d'équipements publics. Et bien, du coup, de savoir ce qui sera à sa charge, ce qu'elle devra réaliser, ça va lui permettre, alors moyennant parfois des études ponctuelles pour, par exemple, connaître la capacité des réseaux, avoir une vision claire, en fait, un état des lieux de ce qui est et de ce qui est à faire, va lui permettre de mettre en place un financement adapté et surtout un phasage dans le temps. Donc, pour faire cela, elle peut bien évidemment s'appuyer sur les outils présents dans le PLUI ou dans le PLU. Donc, comme ça a été présenté tout à l'heure, soit avec par exemple des emplacements réservés ou des servitudes de prélocalisation qui peuvent aider à cela. Et bien sûr, le tout en cohérence avec l'OAP et le règlement. Et donc tout ça, ça permet en fait finalement d'avancer sereinement pour la commune, d'avoir un choix et un suivi de la procédure de financement qui soit la plus adaptée. Alors parfois en étant accompagné par une assistance à maîtrise d'ouvrage quand c'est nécessaire. Et donc quand je parle de choix ou de suivi de procédure de financement, hein, c'est par exemple la taxe d'aménagement majorée ou les PUP. Voilà. Et enfin, le troisième élément de blocage va plutôt s'articuler autour du programme, avec trois champs principaux, donc à la fois l'architecture, l'urbanisme et le paysage, et enfin l'économie. Alors quand je parle d'architecture, c'est plutôt la question de définition des besoins communaux, donc c'est-à-dire de ne pas être nécessairement en position d'attente par rapport à des propositions que le porteur de projet pourrait faire, mais d'avoir un minimum de connaissances sur les besoins et sur ce que peut accueillir la commune, par exemple en termes de parcours résidentiel, de marché, de typologie, de volonté de co-construction avec les habitants, ou même tout simplement de l'établissement d'un cahier des charges. Et du coup, que la commune s'empare de certaines notions. Alors, il n'y a pas forcément la nécessité de tout maîtriser, mais d'avoir une connaissance sur certains sujets qui lui permettra, lorsqu'il y aura un porteur de projet, de pouvoir entrer en discussion, en négociation et de pouvoir adapter le projet un peu comme elle le souhaite aussi. Autour des aménagements urbains et paysagers, donc là, c'est plutôt les aménagements de l'espace public et des mobilités. Et enfin, sur le volet économique, c'est plutôt les études de marché et les secteurs d'activité et de viabilité commerciale qui sont ressortis. C'est-à-dire que parfois dans une OAP, on va identifier un secteur dédié plutôt au commerce, mais après, il faut quand même identifier plus clairement quel type
quel secteur d'activité il est le plus pertinent d'accueillir, quel montage de projet, et aussi là de se référer aux accompagnements de la commune. Pardon. Ça peut nécessiter à la commune de se référer aux ressources à disposition, et notamment avec l'intercommunalité par exemple. Donc voilà, donc pour conclure, à partir de tout ce qu'on a dit, finalement, les éléments à prendre en compte dans l'OAP, donc j'élargis un peu par rapport aux 3 points que j'ai pu partager avec vous. Il y a dans un premier temps l'identification des intérêts, donc qui sont quand même souvent bien pris en compte, hein, les éléments invariants qui sont énoncés dans les OAP. Il y a au-delà de l'OAP, les éléments intégrateurs, donc c'est-à-dire tout ce qui va figurer dans le SCOT, les PLH s'il y en a. Un autre point important, c'est connaître et utiliser les ressources et les outils que vous avez à disposition, donc ont été présentés par la DDT, hein, mais à la fois les outils et les procédures, mais aussi les ressources physiques en fait, c'est-à-dire à la fois l'intercommunalité, la DDT, le CAUE, mais aussi les établissements publics fonciers. Enfin voilà, il y a tout un panel de ressources qui est à votre disposition qu'il ne faut pas avoir peur de solliciter. Ensuite, concerter, échanger avec les acteurs, donc ça c'est quand même un élément fondamental. Donc échanger avec les personnes ressources, hein, comme ce que je disais avant, mais aussi avec la population à différents moments d'avancement du projet, et bien évidemment avec les propriétaires fonciers et ou même les riverains, parce que j'ai pu le voir dans plusieurs cas, il y a aussi la peur finalement ou les questionnements qu'on peut avoir sur ce qui va se passer à côté de son terrain. Donc essayer de désamorcer aussi des craintes qu'il peut y avoir en amont. Gérer les temporalités et maîtriser l'évolution foncière, finalement, ça peut aller un peu ensemble, c'est-à-dire de poser les choses, de faire aussi un état des lieux et de savoir comment on met les choses en place pour avancer sereinement. Et enfin, réaliser des études complémentaires. Donc là, ça peut être à différents moments de vie finalement du projet pour pouvoir avancer sereinement là encore et avoir un chiffrage, un phasage et des outils qui soient le plus adaptés possible. Tout ça dans le but finalement d'affirmer donc de porter un projet politique et par là d'affirmer les invariants de l'OAP, être en position de négociation et enfin de partager avec les acteurs pour enrichir le projet. Voilà. Merci Amélie pour ton intervention. Je te laisse couper ton micro pour pas qu'on ait de l'arsène. Une première question pour Colombe. Est-ce qu'il est possible de revenir sur la différence entre OAP sectoriel et OAP thématique? On a plusieurs questions sur ce thème-là. Alors, c'est pas une question hyper évidente, effectivement, par rapport à la présentation qu'on vous a fait peut-être. Redire que l'OAP sectoriel, c'est vraiment un cadre pour un projet assez localisé, avec vraiment à l'échelle d'un projet. C'est-à-dire que via l'OAP sectoriel, vous allez avoir localisation et caractérisation des espaces publics à encadrer, question des ouvrages publics, des espaces verts qui soient à créer ou à protéger, différents éléments qui vont venir composer en fait le projet. Question des accès, des implantations. Donc vraiment, vous êtes à l'échelle d'un projet. Il existe en plus par ailleurs des OAP multisites, donc vous pourriez encadrer différents projets de manière concordante via cet outil-là. L'OAP thématique, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que son périmètre d'intervention va être plus large et surtout son cadre et son contenu est un petit peu moins encadré et il vous permet en fait de traiter des sujets qui vont être transversaux à différents quartiers et différents sites de projet, comme pour l'OAP Centre-Bourg. La question, vous pouvez traiter des entrées de ville, la question du patrimoine, la question de la trame verte et bleue, je vous l'avais cité tout à l'heure, de l'énergie. On voit aussi avec l'entrée paysage que c'est vraiment un moyen d'apporter du qualitatif, ce qui ne va pas toujours être possible dans le cadre de l'OAP sectoriel. L'OAP sectorielle devant par ailleurs être traduite par des éléments réglementaires un peu plus stricts. L'OAP thématique permet un peu plus de liberté et en fait elle permet surtout cette ambition politique, cet affichage du projet d'aménagement à une échelle un peu plus large et c'est un outil qu'on considère vraiment comme une base pour la négociation et vous apporter des plus dans l'argumentation de différents projets. Je ne sais pas si la DDT a des compléments à apporter sur ce volet-là, mais voilà ce que nous ferions comme réponse.
Alors, en complément, le code de l'urbanisme, lui, fait pas de distinction OAP sectoriel, OAP thématique. Il parle pas d'OAP thématique notamment. C'est une pratique qu'on a eue depuis que les OAP existent, qui s'est petit à petit développée depuis que les OAP existent. Et le contenu des OAP est quand même relativement libre, en dehors des OAP sans règlement, où là, il y a un programme imposé. Puisqu'on n'a pas de règlement en face, il y a un programme imposé à l'OAP. Mais sinon, pour le reste des OAP, on peut mixer un peu des choses. Il y a des choses qui sont à la frontière entre le thématique et le sectoriel. Tout ça, en fait, est très, très libre. Hein. Donc, on peut avoir des OAP avec beaucoup de choses, des OAP avec peu de choses dans le sectoriel, tout à fait libre. Au niveau juridique. Après, c'est intéressant pour des questions pédagogiques et pour des questions d'organisation du document de faire des distinctions et des catégories d'OAP pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Justement, par rapport aux OAP, plusieurs questions. Est-ce que l'OAP est à l'initiative de la commune ou des promoteurs? Peut-être pour Colombe, et puis la Alors initialement, effectivement, c'est bien la commune qui construit l'OAP, du moins la commune ou l'intercommunalité, parce que ça va être la personne compétente en matière de PLU qui va être du moins à la manette pour l'élaboration de cette OAP. Pour autant, il y a plusieurs formats, on va dire, qui dépendront des communes et des situations avec les promoteurs. C'est-à-dire il est possible également que vous ayez parfois un promoteur qui arrive sur un secteur, soit où il n'y a pas d'OAP, soit où il y a déjà une OAP et qui ait besoin de modifier cette OAP pour la réalisation du projet du promoteur que vraiment vous avez envie de porter en tant que commune. La base à comprendre, c'est bien que c'est la commune qui va écrire, rédiger, approuver l'OAP dans le cadre de son document d'urbanisme. Pour autant, l'exemple qu'on vous a montré à Montbonneau est bien un exercice de co-construction où on peut fixer certains invariants sur lesquels la commune ne veut pas lâcher ou sur lesquels elle a conscience qu'en plus ça va lui coûter de l'argent derrière parce qu'elle aura des équipements à réaliser et elle va peut-être mettre le haut là sur certaines des ambitions du promoteur. Elle va aussi mettre le haut là sur certaines des ambitions en regard d'insertion du projet dans son environnement puisqu'il y a un tissu et des habitants autour et il faut aussi un degré d'acceptabilité de l'OAP, bien que travailler avec le promoteur permet aussi d'affiner une OAP, d'avoir quelque chose d'acceptable et d'entendable entre les deux. Ça va vraiment dépendre de vos situations. Il arrive qu'à l'élaboration du PLU, on n'est pas du tout ni de promoteur ni de propriétaire avec un projet initialement. C'est là où Pierre expliquait qu'on peut très bien avoir des OAP un peu light avec des grands principes et ensuite on viendra les affiner par modification du PLU quand le promoteur arrive. Si besoin, il est possible aussi qu'un jour vous ayez un promoteur qui arrive et que l'OAP, même light, réponde déjà aux objectifs du projet. Pierre, peut-être des compléments? L'OAP, en fait, c'est bien un outil du PLU. Donc, c'est bien la puissance publique qui rédige l'OAP. Même s'il y a une participation en fait du promoteur, au final, c'est bien la commune, la collectivité qui délibère pour approuver son PLU ou son PLUI. Une autre question en attendant. À propos de l'instruction des permis de construire, on a vu qu'on avait la notion paysagère qui était beaucoup plus présente sur les documents d'urbanisme, notamment à travers l'OAP paysage et biodiversité. Une question à ce sujet-là, existe-t-il une assistance possible aux instructeurs communaux en termes d'approche paysagère? Je me tourne du côté de l'agence. Par qui la prise en compte des OAP paysage nécessite en effet des compétences nouvelles par rapport à l'instruction réglementaire classique. Donc, du côté de la métropole, est-ce que vous avez des processus qui ont été mis en œuvre pour accompagner les services instructeurs? Alors, il y a effectivement un peu c'est ce temps d'appropriation, comme on l'expliquait, et il y a un peu un mécanisme qui se met en place avec des temps de formation auprès des personnes qui font l'instruction, mais aussi de discours à avoir en fait quand effectivement on reçoit les questions des différents pétitionnaires sur ces sujets-là. À savoir quand même que sur l'ensemble des questions paysagères, il y a toujours possibilité de s'accompagner effectivement dans les différents services des compétences qu'il y a dans les services, que ce soit à la fois côté DDT quand les communes se posent certaines questions et là sur les services instructeurs pour la métropole.
En complément, en DDT, on a un architecte et un PJiste conseil qui interviennent pour tout le département, mais seulement quelques jours par mois, 2 jours par mois. Donc, pour des cas particuliers, pour des projets complexes, notamment, ou des projets d'équipement public ou de grosses zones d'urbanisation, on peut, par nos deux intermédiaires, hein, au niveau des chargés de planification, faire intervenir le paysagiste ou l'architecte conseil. On le fait notamment. On essaye de le faire notamment sur toutes les opérations de logement social. Et donc, évidemment, la question paysagère est importante dans ce cadre-là. Et notamment, notre paysage conseil maintenant essaye de regarder toutes les autorisations en CDAC, les autorisations d'ouverture commerciale des plus de 1000 mètres carrés. Du côté du CAIE, c'est la même chose, hein. Vous avez en interne des urbanistes, des paysagistes et des architectes qui peuvent accompagner les communes sur leurs projets structurants. Donc voilà, il y a de l'ingénierie qui est présente, qui se met en place pour vous accompagner au mieux et bien sûr pour pas avancer des éléments de qualité sans vous permettre de les tenir dans la durée dans les projets. J'en profite tant que j'ai la parole. Une autre question, on revient un petit peu en arrière sur la question des zones d'aménagement concerté. Une ZAC nécessite-t-elle une maîtrise de tous les terrains par la collectivité? Je dirais non et je vais laisser peut-être le soin à la DDT de compléter. En fait, c'est en fonction du contrat de concession. Si en fait dans le contrat il est prévu que l'acquisition soit faite par le concessionnaire, les, les terrains peuvent être acquis soit à l'amiable, soit par expropriation dans le cadre de la procédure. Pierre, si tu veux compléter ou... Oui, la question c'était au préalable. Donc il n'y a pas besoin au préalable. Au préalable, non. Non. Puisqu'en fait, le périmètre de ZAC peut très bien être sur des terrains dont la maîtrise foncière n'est pas encore pour la collectivité. Ça sera dans le cadre de la procédure qu'il y aura les acquisitions foncières comme pour les questions de financement des équipements à réaliser. Je relève la boîte à questions. Oui, on a encore une dernière question. On va prendre une dernière question et puis après on va vous laisser écouter les annonces présidentielles. Bonjour, dans le cas d'une OAP de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, le besoin en études préalables et donc en ingénierie est énorme pour les communes. Quelle aide possible? Excellente question. Du côté de la DDT, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Vas-y, Stéphane. Et en fait, comme c'est dans le cadre de la procédure de PLU, en fait, il va y avoir la DGD, mais en fait, si cette OAP nécessite un investissement financier d'études, c'est bien à la charge de la collectivité. Après, les études pourront être il n'y a pas de subvention en fait vraiment dans le cadre de l'urbanisme. La question des milliers de mètres carrés, en fait, c'est de l'étude, comment dire, vraiment de l'étude sur l'ingénierie pour de l'urbanisme. C'est pas une étude, le levé topo, tout ça, ça pourra pas être pris en charge comme sur une opération d'aménagement propre en VRD. Est-ce que tu veux compléter? Je vois pas quelle Oui. aide il pourrait y avoir. Alors, deux choses l'une. Donc, si la collectivité n'a pas les moyens d'investir, il faut peut-être pas ouvrir la zone, parce que si elle a déjà pas les moyens d'investir dans les études, elle n'aura pas les moyens d'investir dans les équipements publics. Donc, ça, c'est une première remarque. C'est assez facile, mais il faut quand même le dire. Il faut que les moyens d'ingénierie soient en rapport avec les capacités d'urbanisation et les capacités de financement des équipements publics, évidemment. Donc, plus la collectivité est importante, plus elle a les moyens, en effet. Après, au niveau des aides financières, en effet, c'est ce que tu as dit, il n'y a pas d'aide financière
spécifiques à part le financement global du PLU. Donc, on peut aussi être sur des OAP un peu light si on n'a pas les moyens. C'est ce qui s'est passé sur les PLUI, notamment qui proposaient des centaines d'OAP. Ben, chaque OAP est un peu légère. Il y a quelques OAP un peu plus fouillées, mais les OAP sont plutôt légères parce qu'il n'y avait pas forcément les moyens de fouiller. Et après, ça repousse la question à l'instruction du permis d'aménager ou du permis de construire. Sur ce qui est des moyens d'ingénierie, donc nos structures peuvent faire du conseil de premier niveau, à la limite de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais pas de maîtrise d'œuvre. Donc là, ça fera forcément, au bout d'un moment, si on veut fouiller et aller jusqu'à une étude préopérationnelle, ça fera forcément, à mon avis, vous me corrigerez, mais appel à un bureau d'études privé dans ce cadre-là. Tout à fait. Après, il faut que la commune se donne les moyens de son urbanisation. Comme disait Pierre, en fait, si il y a plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés de terrain à urbaniser, il faut vraiment se poser la question. Si elle n'a pas les moyens de payer les études, elle aura peut-être pas les moyens, en fait, d'ouvrir cette zone. Merci pour vos interventions. J'étais en train de balayer l'ensemble des questions. Je pense qu'on a répondu à tout, hein, que ce soit à l'oral ou par écrit. On souhaitait vous remercier une nouvelle fois pour votre attention ce soir et votre participation. Vous avez été très nombreux jusqu'au bout. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine et dans 15 jours pour les prochains webinaires. Et puis, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à contacter les 3 organismes qui étaient autour de la table ce soir. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Excellente fin de journée, excellente soirée et puis à très bientôt.